Bienvenue pour ce nouvel épisode de Traversée. Pour ce nouvel épisode, Margot Brugvin vous parlera d'une artiste tout juste diplômée qui s'appelle Iman Chabigara et Olivier Masmonteil a décidé de faire un point sur le rapport qu'entretiennent les artistes avec les NFT. Et Camille Bardin vous parlera de Céline Condorelli et des questions de genre dans les compétitions sportives. Traversée, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de la cour de récréation du futur. C'est une cour qui se trouve dans un établissement scolaire de Dunkerque qui accueille depuis l'an dernier une œuvre de Céline Condorelli qui s'appelle Play for Today, à savoir le jeu pour aujourd'hui. Plastiquement, l'œuvre, elle est assez simple. Il s'agit de 6 terrains de sport qui se superposent. Chaque terrain est identifiable grâce à sa couleur, car l'artiste a utilisé la couleur officielle de la discipline pour le représenter. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'on peut voir à côté de chaque terrain une date. Elle correspond à l'année à laquelle les femmes ont été autorisées à concourir dans les compétitions officielles de ces disciplines, à savoir 1920 pour le football, 1921 pour le basketball, 1926 pour la course à pied, 52 pour le volleyball, 56 pour le badminton et enfin 77 pour la pétanque. Pour mieux comprendre à quel point les femmes ont dû lutter pour intégrer des espaces qui nous semblent aujourd'hui complètement banals, je voulais te donner un exemple, celui que Céline Condorelli donne elle-même souvent, c'est celui de Catherine Schweitzer qui a été la première femme à réussir à accéder officiellement au marathon de Boston. Pour rappel, en fait, à l'époque, on ne voulait pas que les femmes accèdent à ces marathons parce qu'on disait que ça rendait les femmes disgracieuses, que ça pouvait les rendre infertiles parce que la course pouvait leur faire perdre leur utérus. Alors si quelques femmes avaient réussi à concourir de manière clandestine, Catherine Schweitzer, elle s'est inscrite en 1967 en donnant seulement ses initiales afin de ne pas être repérée et même engagée dans la course, elle a dû se battre à proprement parler pour franchir la ligne d'arrivée car un officiel de la course a tenté de l'en évincer. Heureusement, cela a été en vain. Catherine Schweitzer a réussi à terminer sa course. Évidemment, elle a été disqualifiée tout de suite après parce qu'elle était une femme. Et c'est seulement 20 ans après que les femmes ont réussi à accéder aux Jeux Olympiques. Play for Today, l'œuvre de Céline Condorelli, parle de tout cela, de ces limites, des normes et des règles qui délimitent nos mouvements, notre présence dans l'espace en fonction de notre identité de genre. Et même si ces histoires peuvent nous sembler très anciennes, on se rend vite compte que finalement, elles impactent encore inconsciemment notre quotidien. Je vous parlais de la cour de récréation dans laquelle Céline Condorelli a refait son œuvre. Et ben, c'est typiquement un espace où on se rend compte que les stéréotypes de genre sont très présents. Par exemple, si on étudie rapidement ces espaces-là, on se rend compte que la majeure partie de l'espace, les centres sont occupés par les petits garçons qui souvent courent, jouent au ballon, alors que les filles vont se retrouver dans les marges à discuter ou à faire des jeux plus calmes. En somme, on a encore du boulot. Bon, bonne nouvelle, pour voir cette œuvre, il ne sera pas nécessaire de scolariser vos enfants à Dunkerque parce que, heureusement pour nous, il y a une très belle exposition qui se tient à Roubaix, pas très loin de Dunkerque, donc à la condition publique. C'est une exposition qui a été pensée par le Labo 148 à partir des collections du FRAC Grand Large, donc le FRAC du Nord, et ils ont pensé une exposition qui s'appelle Les Futurs Désirables et qui questionne justement les rapports du genre avec l'espace public et ça se tient jusqu'au fin juillet 2022, donc je vous invite vraiment à aller voir cette très belle exposition. Aujourd'hui, je vous parle d'une jeune artiste qui a été diplômée en 2020 et qui a déjà un début de carrière assez impressionnant. Iman Chabigara, qui a été donc diplômée des Beaux-Arts en 2020. Depuis, elle a remporté le prix Sisley. Elle a été nommée pour le prix Révélation Emerige et elle est rentrée dans une des plus grandes galeries françaises, la galerie Kamel Menour. C'est donc une sensation dans le monde de l'art contemporain et c'est vrai que son œuvre est extrêmement impressionnante. C'est une artiste peintre, une fois n'est pas coutume, je commence à vous parler vraiment de beaucoup d'artistes peintres, j'essaierai de rééquilibrer par la suite, mais c'était un vrai coup de cœur, donc je voulais aussi vous en parler cette fois-ci. Donc c'est une artiste peintre dont on ne connaît en fait pour l'instant qu'une série, puisqu'elle a un processus de travail très long. Donc elle a réalisé pour l'instant une série autour des hikikomori, qui sont ces japonais qui vivent enfermés chez eux, qui refusent le contact social pendant des mois, voire des années. C'est un phénomène qui fascine Iman Chabigara
depuis des années. Elle a elle-même traversé une période de dépression et d'enfermement, de vie à l'écart de la société. Donc c'est un thème qui lui parle, qui résonne en elle. Et pour créer ses œuvres, elle va aller chercher sur internet des photos d'hikikomori dans leur habitat. Elle remplace l'hikikomori en question par elle-même. Elle se prend en photo et elle se peint. Et elle va dessiner donc sur une planche de bois qui a été préparée avec une très épaisse couche de peinture. Elle va dessiner très précisément la composition avant de la peindre et de retravailler quelque peu la composition au moment de la peinture. Ces œuvres sont très impressionnantes. Il y a énormément de couleurs, une composition toujours très complexe mais en même temps très lisible. Elles ont, je pense, aussi fasciné parce qu'il y a la présence d'un corps noir monumental dans ces peintures et que c'est une question qui agite le monde de l'art contemporain pour l'instant, mais c'est en fait cette question de la représentation du corps noir et de la représentation d'une femme noire qui est elle-même l'artiste qui n'intéresse absolument pas Iman Chabigara. D'ailleurs, dans les dernières œuvres qu'elle a réalisées, la figure humaine tout simplement est de moins en moins visible. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est réellement les questions formelles dans la peinture, l'idée de trouver des solutions picturales, de construire une œuvre extrêmement complexe. Elle se dirige, dit-elle, petit à petit vers l'abstraction. Vous pouvez voir ses toutes dernières œuvres en ce moment à La Villette, dans l'exposition 100% sortie d'école, qui se veut une exposition tremplin pour la jeune scène française. Et on a évidemment hâte de voir comment va évoluer l'œuvre d'Iman Chabigara. On pourra la retrouver à l'automne prochain pour sa toute première exposition chez Kamel Menon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des NFT. On en parle beaucoup, beaucoup de gens ont dû vous en parler. Il y a beaucoup de bruit qui circule, il y a beaucoup d'argent qui circule aussi. Donc, je voulais profiter de cet épisode de Traversée pour essayer de faire le point, enfin au moins le point de ce que j'en perçois, parce que pour avoir écouté beaucoup de podcasts, pour m'être renseigné sur le sujet, on sent bien que c'est quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément fini. Et évidemment, comme il y a beaucoup de bruit autour de ces NFT, il y a beaucoup de confusion. Ce qu'il faut savoir sur les NFT, c'est que c'est quelque chose qui est créé et lié avec la blockchain. Alors qu'est-ce que c'est que la blockchain? C'est quelque chose qui va permettre de rendre unique des éléments du web. Normalement, le web était un élément qui permettait la multiplicité, la reproduction à l'infini. Et grâce aux NFT, on va pouvoir créer un événement unique. Et donc, qui dit événement unique, un propriétaire unique. Il se trouve que quand les NFT ont été mis en place, ils ont tout de suite pensé qui, dans le monde, a cette capacité à gérer des choses uniques. Et bien, il se trouve que ce sont les artistes. Les artistes, ce sont ces auteurs qui peuvent créer des œuvres uniques, un tableau, une œuvre, une installation. Et donc, d'une certaine manière, les artistes sont des experts dans la pièce unique et dans la transaction de pièces uniques. Et normalement, tout naturellement, les NFT se sont rapprochés des artistes pour créer ces sortes d'objets virtuels qui sont maintenant l'objet de toutes les transactions. Ça a créé énormément de nouvelles problématiques autour du droit d'auteur, autour du droit de suite. Alors en créant des avantages et des inconvénients, il se trouve qu'en France, on connaît le droit de suite. C'est quelque chose qui est présent depuis assez longtemps dans le droit français, qui n'est pas très présent ou pas du tout présent dans le droit anglo-saxon. Et il se trouve que le NFT inclut le droit de suite dans la transaction du NFT. En rapprochant les artistes du NFT, les gens se sont aperçus que les ressorts de la collection étaient les mêmes. Pourquoi quelqu'un collectionne une œuvre d'art? Il les collectionne parce que c'est un objet de désir, mais aussi parce que ça lui donne un statut social. Et il se trouve que les NFT jouent exactement des mêmes ressorts. C'est-à-dire que posséder une pièce unique, c'est d'une certaine manière dire « c'est moi qui la possède ». Donc c'est quelque chose de très égocentré. Et ce ressort est très valorisant pour l'individu. Il a l'impression de posséder quelque chose que les autres ne possèdent pas. Et c'est ce qui va expliquer les débuts de la spéculation. À la fois on spécule parce qu'on pense qu'une chose qu'on a achetée va valoir beaucoup plus d'argent plus tard, mais on spécule aussi pour montrer aux autres qu'on possède quelque chose que les autres ne possèdent pas. Ensuite, on parle évidemment de sommes folles, notamment l'artiste Biblecrap qui a vendu aux enchères une œuvre à plus de 65 millions d'euros. L'erreur consiste à convertir l'argent de ces NFT en euros, puisque les transactions des NFT, la majeure partie du temps, se font en crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner les transactions entre les individus, mais il se trouve que dans cette crypto-monnaie, les gens qui sont rentrés les premiers ont acheté une monnaie qui a pris énormément de valeur.
Donc pour eux, elle n'a pas la valeur, ils ne convertissent jamais en euros ou en dollars leur crypto-monnaie. Et nous, comme on n'est pas habitué, on a l'impression qu'il faut convertir. C'est un peu comme quand on va dans un pays où la monnaie est faible, on a l'impression qu'on est très riche. Et bien, sur la crypto-monnaie, quand on achète un NFT, c'est à peu près le même ressort qui est en train de s'opérer. Alors attention, comme tout phénomène d'ampleur, généralement, il crée des abus, il crée des dérives. Et je pense qu'en ce moment, on est sur la grosse dérive du NFT. On estime qu'il y a à peu près 80% de faux NFT qui circulent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un faux NFT? Puisque j'ai dit au départ que c'était quelque chose qui était validé par la blockchain. Et bien en fait, un faux NFT, c'est que quelqu'un qui ne possède pas une œuvre d'art va dire que c'est lui qui la possède et il va la mettre en transaction sur le marché. Et on considère qu'il y a énormément de faux NFT. La difficulté, c'est qu'une fois qu'un NFT est dans la blockchain, il est impossible de le retirer. Donc, il y a des gros problèmes juridiques qui sont en train de se poser avec des gens qui ne possèdent pas des droits sur des œuvres, mais qui les diffusent quand même et qui en revendiquent la propriété. Et donc, l'engouement qu'on voit en ce moment autour des NFT, c'est évidemment l'appât du gain, énormément. Moi, en tant qu'artiste, je suis sollicité quasiment toutes les semaines. On me demande de faire un NFT qui souvent est une espèce de reproduction JPEG d'un de mes tableaux qui va être diffusé sur le web. Et donc, c'est pas très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui s'engouffrent là-dedans parce qu'ils pensent qu'il y a un moyen de faire de l'argent, de se faire connaître, de se faire un peu de pub. Et donc, il faut se méfier de tous ces phénomènes. C'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui sont à l'œuvre derrière ces NFT. Et au-delà de l'écume, ce qu'il faut voir, c'est la vague qu'il y a derrière. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Traversée et n'oubliez pas de soutenir les artistes, d'aller voir leurs expositions et si vous voulez acheter leurs œuvres, faites-vous plaisir.